Jusqu'au jour où elle a voulu me mettre une laisse et me promener dehors comme un chien. J'ai dit non d'abord, puis elle a haussé les épaules et dit que ces autres mecs l'avaient déjà fait. Je crois que je suis tombé amoureux de Sophia bien avant qu'elle ne me remarque, bien avant même que je sache comment elle s'appelait. C'était un jour comme un autre à la fac de droit. J'étais là, assis au 3e rang, plongé dans mes notes, quand elle est entrée, et c'est comme si l'atmosphère avait changé d'un seul coup, comme si le décor banal s'était transformé en quelque chose de cinématographique. Elle avait ce style sombre, assumé, presque théâtral, une présence qui faisait taire les conversations autour, et pourtant, elle ne semblait même pas s'en rendre compte. Vêtue de noir de la tête aux pieds, avec ses bottes épaisses, ses collants déchirés, ses piercings qui brillaient à la lumière artificielle et ce maquillage noir autour des yeux qui lui donnait un air à la fois fatigué et perçant, elle s'était installée quelques sièges plus loin sans accorder un seul regard à personne. Et moi, j'étais là, incapable de détacher mes yeux d'elle. Pendant des semaines, je me suis contenté de l'observer en silence, de deviner sa voix, d'imaginer sa vie, de me perdre dans des fantasmes absurdes où elle et moi vivions quelque chose d'unique, d'intense, d'absolu. J'en arrivais à rêver d'elle la nuit, à me réveiller avec ce poids étrange dans la poitrine, ce mélange de manque et d'adoration qui ne me lâchait plus. Elle représentait tout ce que je n'étais pas, tout ce que je n'osais pas être, libre, indifférente au jugement, dangereuse peut-être, mais fascinante, magnétique, comme si elle appartenait à un autre monde. Et puis un jour, sans prévenir, le hasard, ou le destin, allez savoir, a décidé de se mêler à l'histoire. Lorsqu'on nous a assignés dans le même groupe de TD pour un exposé de droit pénal, j'ai cru que mon cœur allait littéralement exploser. Elle m'a simplement regardé, m'a lancé un « on se capte quand » pour bosser, d'un ton neutre, presque détaché, sans même un sourire, et moi, trop stupéfait pour formuler une phrase correcte, j'ai bredouillé un « comme tu veux » qui m'a immédiatement fait honte. Pourtant, c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. On a commencé à travailler ensemble, à se voir régulièrement. Elle venait en retard, oubliait ses affaires, écrivait n'importe comment, mais elle avait cette intelligence brutale, intuitive, qui m'impressionnait. Elle ne se souciait de rien ni de personne, pas même du prof qui la reprenait sans arrêt. Et moi, je buvais ses paroles, je riais à ses blagues, je faisais tout pour qu'elle se sente à l'aise, comme si chaque seconde passée à ses côtés était une faveur qu'elle m'accordait. Petit à petit, elle s'est ouverte, un peu, pas beaucoup, mais assez pour que je m'attache encore plus. J'étais heureux comme je ne l'avais jamais été. Et puis un soir, alors qu'on devait encore se voir à la bibliothèque, elle m'a envoyé un message sec. « Viens chez moi, j'ai la flemme de bouger. » Évidemment, j'ai dit oui immédiatement. Son appartement était à son image, sombre, chaotique, saturé de posters de groupes aux noms illisibles, de vinyles, de bougies noires, de figurines japonaises étranges qui m'observaient du haut des étagères. L'air y était lourd, parfumé à l'encens, et dès que je suis entré, j'ai su que je n'étais plus dans la réalité mais dans l'univers que j'avais fantasmé 1000 fois. Je n'ai pas eu le temps de poser mon sac qu'elle m'a embrassé. Un baiser brutal, brûlant, sans tendresse mais avec une intensité presque violente. Je n'ai rien compris, je me suis laissé faire, submergé par le désir, le choc, l'euphorie. La nuit qui a suivi est restée gravée en moi comme un rêve fiévreux, irréel, où chaque geste me semblait sorti de mes fantasmes les plus inavouables. Mais le lendemain matin, alors que je la regardais dormir, le cœur gonflé d'espoir, elle s'est tournée vers moi avec un calme glaçant et a murmuré « Tu dis rien à personne, ok. Et oublie les sentiments, on ne sera jamais plus que ça. C'est du sexe, c'est tout. » Et moi, au lieu de dire non, de partir, de me respecter, j'ai accepté. Parce que j'étais prêt à tout pour elle. Parce que je me disais que c'était mieux que rien, que j'avais eu ce que je voulais, et que je pouvais continuer à rêver, en silence. Les semaines ont passé, et elle est devenue mon obsession et ma drogue. Je vivais pour ses messages, pour ses invitations tardives, pour ces moments intimes qu'elle me laissait partager avec elle. Mais elle était toujours claire, elle ne m'aimait pas, elle ne m'appartenait pas, et elle voyait d'autres gars. J'ai tout accepté, même quand ça me brisait. Elle me dominait au lit, me contrôlait dans les moindres détails, me forçait à aller plus loin, toujours plus loin,
dans des pratiques que je n'aurais jamais imaginées, et moi, je disais toujours oui. Elle m'attachait, me faisait obéir, m'humiliait parfois, et je me convainquais que c'était normal, que c'était sa façon de m'aimer, même si elle répétait sans cesse que ce n'était pas de l'amour. Puis c'est devenu pire. Elle a commencé à me demander de l'argent, d'abord pour dépanner, puis régulièrement, comme une évidence. Je lui ai payé son loyer, ses courses, son abonnement Internet. Elle me ghostait pendant des jours, puis revenait comme si de rien n'était. Et moi, chaque fois, je revenais en courant. Jusqu'au jour où elle a voulu me mettre une laisse et me promener dehors comme un chien. J'ai dit non, d'abord. Elle a haussé les épaules et dit que ces autres mecs l'avaient déjà fait. Et que si je n'étais pas capable d'assumer ça, elle couperait les ponts. Alors j'ai accepté. Mais j'ai supplié qu'on le fasse tard, quand il n'y aurait personne dans la rue. Ce soir-là, je l'ai suivi, collier au cou, attaché à sa main, dans le froid humide d'une rue déserte. Je n'ai jamais eu aussi honte de moi. En rentrant, elle m'a félicité, m'a récompensé d'une manière que j'aurais autrefois trouvée excitante. Mais une fois chez moi, seul dans le silence, j'ai pleuré. Longtemps. J'étais vide, brisé, plus rien de moi ne tenait debout. Les jours suivants, je me suis éloigné. Mon corps ne répondait plus. Je n'avais plus de désir, plus d'appétit, plus de force. J'ai arrêté de répondre à ses messages, j'ai cessé de payer quoi que ce soit. Et plus je coupais le lien, plus je respirais. J'ai fini par lui dire que je ne voulais plus la voir. Pas par courage, mais par instinct de survie. Et c'est là que j'ai commencé à renaître. Lentement. Douloureusement. Aujourd'hui, des années plus tard, je suis marié à une femme qui m'aime, qui me respecte, qui me regarde avec douceur et vérité. Elle m'a guéri sans le savoir. Sophia a essayé de revenir, un jour. Elle s'est excusée, m'a dit qu'elle voulait changer, qu'elle regrettait. Mais j'ai refusé. Pas par vengeance. Parce que j'étais enfin libre. Et parfois, quand je repense à tout ça, ce n'est pas de la colère que je ressens. C'est une sorte de tristesse lointaine, presque une compassion étrange, pour le prochain qu'elle tiendra en laisse. J'ai le cancer depuis 2 ans. J'ai fait de la chimio, j'ai perdu une jambe, mais j'ai tenu bon contre toute attente, au point de réussir à reprendre le travail. Puis tout s'est effondré, le traitement ne fait plus effet. Il me reste probablement quelques semaines, peut-être 2 mois si j'ai de la chance. J'ai 22 ans, je n'ai ni maison, ni voiture à moi. J'ai peut-être 2000 livres en banque. Alors j'ai pris une carte de crédit avec un plafond de 6500 livres, à 0% d'intérêt pendant 20 mois. J'avais commencé à me construire un bon score de crédit. Et maintenant, j'achète absolument tout ce que j'ai envie d'acheter. Cette dette mourra avec moi, et franchement, je m'en fiche complètement. Et si t'as envie de me faire la leçon sur les frais bancaires que ça engendre, rappelle-toi au moins d'une chose, toi, tu vas continuer à vivre. Je me suis marié avec un homme de 40 ans quand j'en avais 19. On a commencé à sortir ensemble quand j'en avais 17. Oui, c'est glauque. Mais c'est ce qui s'est passé. La seule raison pour laquelle il m'a épousé, c'est parce que j'étais jolie. La seule raison pour laquelle je l'ai épousé, c'est parce qu'il avait de l'argent. J'ai d'autres qualités, évidemment, mais je sais très bien pourquoi il m'a choisi. Tout le monde le sait. Ce n'est pas agréable à reconnaître, mais je vis avec. On est mariés depuis 20 ans maintenant. On a eu 4 enfants. On est stable, on a plein de choses en commun aujourd'hui, et oui, on s'aime. Mais si je pouvais retourner dans le passé et me coller une bonne gifle, je le ferais sans hésiter. Ce que personne ne vous dit, ou bien ils essaient, mais vous n'écoutez pas parce que vous êtes une ado stupide, c'est que se marier pour ces raisons-là, ça veut dire que vous allez lui devoir. Tout. Tous les jours. Pas juste dans l'intimité, mais dans tous les aspects de votre vie. Même ceux que vous n'auriez jamais imaginé partager ou négocier avec quelqu'un. Et ce n'est pas seulement l'argent que vous devez.
C'est bien plus profond que ça. Il ne vous le dira jamais en face, mais vous sentirez l'inégalité. Elle est toujours là. Et parfois, sans prévenir, il fera jouer son rang, comme ça, pour un détail, et vous aurez l'impression que le sol s'effondre sous vos pieds. Je ne déteste pas ma vie. J'ai accepté mes choix, je dors dans le lit que j'ai fait. Mais je ne souhaite ça à personne. Ma fille est née à 2 ans de moins que moi quand j'ai rencontré mon mari. Et rien que d'y penser, ça me glace le sang. Je ne peux en parler à personne. Même pas à ma thérapeute. Jetez-moi la pierre si vous voulez, je le mérite peut-être. Mais je vous demande juste une chose, dites-moi ce que vous feriez, vraiment. Pas ce que les gens devraient faire, mais ce que vous feriez, à ma place. Je suis mère célibataire de 2 garçons, 12 et 7 ans. Mon mari est mort il y a 3 ans dans un accident de travail. Mais au fond de moi, je suis presque convaincu qu'il s'est suicidé. Je ne peux pas croire qu'il ait pu faire l'erreur qui a causé sa mort. Juste avant, il avait pris soin de s'assurer que ses collègues ne soient pas dans la pièce. J'en suis persuadé, il s'est tué à cause de notre fils cadet. Et personne ne pourra me faire changer d'avis. Quand j'étais enceinte, on nous a dit qu'il serait atteint de trisomie 21. On a accepté. Même si c'était sévère, on se sentait capable de faire face. Mais à la naissance, ce n'était pas la trisomie. C'était une délétion chromosomique rare, je ne dirai pas laquelle, mais il n'évoluera jamais. Jamais. Et ce qu'il est, c'est rien. Il n'a jamais montré la moindre conscience. Son regard reste figé. Il ne réagit ni au son, ni au toucher, ni à la douleur. Il est entièrement dépendant. Nourri par sonde, sous oxygène, on couche, à vie. Il ne fait aucun bruit, aucun geste. Il n'a même jamais pleuré comme un vrai bébé. Il n'a jamais essayé d'interagir avec qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en colère parce que j'ai eu un enfant imparfait. Ce n'est pas ça. Je ressens ce que je ressens parce que ce truc me prend 200% de mon énergie et ne rend rien. Je n'ai pas eu un enfant imparfait. Je n'ai pas eu un enfant du tout. Je ne l'aime pas. Il n'a pas de personnalité, rien à quoi s'attacher. Et pourtant, j'en ai la responsabilité. En plus de ses retards extrêmes, il est médicalement fragile. Crise respiratoire, impaction fécale, son système nerveux autonome est défaillant, infection, escarre malgré tous les soins et les précautions. Mon fils aîné a tout subi à cause de son frère. Il a vu des soins retardés, des activités annulées, des anniversaires oubliés, parce que je ne suis qu'une seule personne et que le petit est toujours prioritaire. On a une infirmière à domicile, mais seulement 20 heures par semaine. On n'a droit à rien de plus. J'avais commencé le droit, j'ai tout laissé tomber. Tous mes projets. Tout ce que j'avais rêvé pour mes enfants. Et puis, il y a eu ce soir-là. J'ai entendu un bruit dans la chambre du petit. J'ai cru qu'il avait encore oublié de respirer. Je suis allé voir. Et j'ai vu mon fils aîné frapper son frère. Il hurlait, « C'est à cause de toi que j'ai pas de mère. C'est à cause de toi que j'ai pas de père. C'est à cause de toi que j'ai pas d'amis. C'est à cause de toi que je peux pas faire du sport. Je t'ai jamais demandé. J'espère que tu vas mourir. » Et moi? Je n'ai pas été horrifié. J'ai regardé. Et le petit n'a rien ressenti. Aucun signe de douleur, de peur, de tristesse. Rien. Comme si son corps était là, mais pas lui. Il respire, mais il n'est pas vivant. Il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas qui est son frère. Il n'a aucune conscience, aucun vécu, aucune présence. Il n'a pas besoin d'être dans ma maison. Il ne sait même pas où il est. Biologiquement, c'est mon fils. Mais ce n'est pas de la famille. Mon vieux chat traumatisé, qui marche de travers, a plus de personnalité que lui. Et en fait, j'attendais avec impatience d'avoir un bébé trisomique. Même avec de lourds handicaps, il y aurait eu quelque chose.
Un lien. Une étincelle. Un sourire. Là, il n'y a rien. Ce n'est pas un cadeau. C'est une erreur génétique que j'aurais probablement dû perdre en cours de grossesse. Et que j'aurais certainement fait interrompre si j'avais su à quel point ce serait vide, lourd, impossible. Et le pire, c'est que si jamais il a une forme de conscience, alors il est en enfer. Il est prisonnier de ce corps qui ne répond pas. Et on ne le saura jamais. Alors il quitte la maison le 29. Et je me sens soulagé. Et coupable. Parce que je sais que notre vie va être meilleure sans lui. Il m'a déjà pris mon mari. Le père de mes enfants. Mon mari bossait comme un dingue pour payer les soins du concombre, pour des thérapies expérimentales non remboursées, en espérant un miracle. Il était épuisé. Brisé. Il a cherché de l'aide, lui aussi. Mais je pense qu'il n'a jamais pu prononcer les mots « Je ne veux pas que mon fils vive chez moi ». Et mon aîné, je ne l'ai pas vu tomber en miettes. J'étais trop absorbé par l'autre. Il a perdu son père, lui aussi. Et moi. Il est mon urgence maintenant. Mon amour. Ma priorité. Ce poids, ce corps inerte, peut devenir le problème de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est payé pour le gérer. Qui peut quitter en fin de journée. Je veux juste ne plus y penser. Et je ne suis pas désolé. Et pour ça, je suis désolé. Je bossais dans une chaîne de fast-food dans les années 90, pendant que j'étais au lycée. À l'époque, ils étaient en train de retirer les anciens bons cadeaux à montant fixe, 5 $, 10 $ et 25 $, pour passer à des cartes plus modernes, style carte bancaire. Le système, c'était que si tu dépensais plus de la moitié de la valeur du bon, on te rendait la différence en cash. Genre tu commandais pour 5 $ et 50 cents et tu donnais un bon de 10 $, on te rendait 4 $ et 50 cents. Mon manager était censé détruire tous les anciens certificats en stock. Il avait assuré que tout avait été broyé comme prévu. Sauf qu'un soir, pendant que je fermais le resto, je suis tombé sur 2 cartons bien planqués dans le stock sec. Plein à craquer de ces bons. Il ne les avait jamais détruits. Alors j'ai embarqué les cartons, planqué tout ça dans des sacs poubelles, et je les ai balancés dans la benne dehors. Une fois la fermeture faite, je suis revenu, récupérer les sacs et rentré avec. Arrivé chez moi, j'ai tout compté, 1000 bons de 25 $, 1000 de 10 $ et 5 cents de 5 $. Aucun n'avait de date d'expiration. Total du butin, 40 000 $ en bons de fast-food. Le manager? Il n'a jamais rien dit. Il ne pouvait rien dire, il avait déjà déclaré qu'ils avaient été détruits. Pendant les 3 années suivantes, ma copine et moi avons fait le tour de tous les restos de l'enseigne dans notre état, et les 4 états voisins. On commandait pile pour récupérer un max de cash en retour. Avec le temps, on était devenus experts, on savait exactement quoi prendre pour obtenir la moitié ou presque. Après la première année, on s'est dit que ça valait le coup de garder la monnaie. On a pris une boîte à chaussures et on a commencé à y mettre les billets. On ne tenait pas de tableau Excel ou quoi, mais ça s'empilait doucement. Résultat, j'ai acheté ma première voiture cash, 7 800 $, juste avec l'argent récupéré en rendant ces bons. Petite anecdote marrante, pour une raison obscure, une glace pour enfants coûtait 1 $ et 5 cents. Si tu donnais un bon de 5 $, on te rendait 3 $ et 95 cents, une aubaine. On en a balancé des dizaines à la poubelle, de ces glaces. Un vrai casse à la cool, version nuggets et Synda. J'écris ceci comme une confession, parce que je ne sais pas où en parler, et je ne veux surtout pas que mes enfants tombent là-dessus un jour. Un de mes amis est décédé il y a quelques mois à cause de problèmes cardiaques. Il faisait attention à sa santé, donc ça a été un choc pour tout le monde. Surtout pour sa femme, qui était avec lui à la maison quand c'est arrivé. Après sa mort, elle a décidé de déménager. Elle était encore bouleversée, tout comme leur fille, alors elle m'a demandé de l'aider à emballer ses affaires.
Il y avait quelques cartons dans le sous-sol. Au bout d'un moment, la nostalgie m'a gagné, et j'ai commencé à en ouvrir certains. J'y ai trouvé des photos de nous deux, depuis qu'on était gamins jusqu'à peu de temps avant nos mariages. Ça m'a mis un coup, alors j'ai préféré refermer les boîtes et continuer à les sceller sans trop regarder. Mais il y avait un carton qui paraissait plus neuf, mieux conservé que les autres. Je me suis dit que c'était peut-être quelque chose d'important, alors je l'ai ouvert. Ce que j'y ai trouvé m'a pris au dépourvu, des photos de lui et ma femme. D'abord d'anciens souvenirs, quand on traînait tous ensemble, puis des clichés plus récents, comme lors de réunions de famille, jusqu'à son anniversaire, il n'y a pas si longtemps. Il y avait aussi des lettres qu'il ne lui avait jamais envoyées. La première datait de 2 mois avant que je ne la rencontre. La dernière, du jour même de son anniversaire. Celle qui m'a le plus marqué était écrite après que j'ai commencé à sortir avec elle. Il disait que son moment à lui était passé, que mon bonheur comptait autant que le sien, et qu'il veillerait sur nous. Je vais garder cette boîte en sécurité. Ce secret ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi de le dévoiler. C'était, en 1997, je crois. J'avais 38 ans, ma fille en avait 18, et elle sortait avec Harry, qui lui en avait 24. À cette époque, j'étais alcoolique et je touchais aussi à d'autres drogues, principalement la cocaïne. Je n'étais pas une bonne personne, encore moins une bonne mère. Je n'ai jamais été abusive envers ma fille, mais j'étais absente, dans tous les sens du terme. Mes priorités tournaient autour de l'alcool et des drogues, surtout durant ces années d'adolescence. Aujourd'hui, j'ai 14 ans de sobriété derrière moi. Je n'ai jamais approuvé qu'elle sorte avec Harry, mais je ne lui ai jamais expliqué pourquoi. Il flirtait avec moi sans arrêt, ce qui me mettait profondément mal à l'aise, en plus de l'écart d'âge. Et puis, il était comme moi à l'époque, alcoolique, drogué. Finalement, elle l'a quitté à cause de son addiction. Peu après, elle a déménagé, pas très loin, mais assez pour ne plus vivre sous le même toit. Et Harry, lui, s'est mis à m'appeler. Il me proposait de sortir boire un verre. Je refusais, jusqu'au jour où il m'a dit qu'il avait de la coke. J'ai cédé. Il est venu chez moi, on a pris de la coke, et on a fini par coucher ensemble. C'était un bel homme. En y repensant, il avait ce look exagérément les années 80, comme une vieille photo de Justin Bieber qui traînait sur la page d'accueil aujourd'hui. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait penser à lui. Pendant 3 à 4 mois, il revenait de temps en temps. On se droguait, on buvait, on couchait ensemble. N'importe qui ayant déjà eu un partenaire de déchéance saura de quoi je parle. Puis je suis tombée enceinte. Je savais que c'était de lui. On avait eu des rapports non protégés, stupidement. Je ne lui ai jamais rien dit. J'ai avorté et gardé ça pour moi. Après ça, j'ai arrêté de le voir. Ça devenait trop tordu, même pour moi. J'ai essayé de devenir sobre, j'ai tenu 4 mois, puis j'ai replongé. 2 ans plus tard, ma fille m'appelle, elle a repris contact avec Harry. Il est sobre maintenant. J'étais horrifié. J'étais persuadé qu'il allait tout lui dire. Qu'elle allait me détester pour toujours. Ils sont venus me voir. Et quand elle s'est absentée un moment, Harry m'a regardé et m'a dit, « Il n'y a aucune raison de lui dire quoi que ce soit. » J'ai hoché la tête. Et on n'en a jamais reparlé. Ça fait maintenant 16 ans qu'ils sont mariés. Ils ont un fils ensemble. Harry a eu un cancer. Il s'en est sorti. J'ai fini par me rétablir aussi. Je ne les vois pas souvent, ils vivent au Texas, moi sur la côte est. Mais à chaque fois qu'on se retrouve, il y a cette tension entre nous. Pas une tension sexuelle. Une tension de culpabilité. Du genre, pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce qui n'allait pas chez nous? J'y pense souvent. Surtout quand je vois mon petit-fils. Je me dis que, dans un autre scénario, ça aurait pu être mon fils. Mais mon Dieu, quel désastre ça aurait été si j'avais décidé de le garder. Ce secret est un poids. Mais c'est le mien.
Je vis avec ma mère. C'est une femme discrète, tranquille, elle reste dans son coin et n'embête jamais personne. Il y a quelques mois, notre nouveau voisin a décidé de la dénoncer à la mairie à cause d'un soi-disant abri illégal dans notre jardin. Complètement bidon. L'abri est là depuis des années, avec tous les permis en règle. Un inspecteur est venu, a tout vérifié, et est reparti sans dire un mot. Mais le voisin, lui, tout fier, tout content, persuadé qu'il nous avait fait peur. Alors j'ai fait quelques recherches. Il se trouve que sa toute nouvelle piscine était beaucoup trop proche de la limite de propriété, et construite illégalement sur une servitude de passage des services publics. Je l'ai signalé. J'ai joint des photos. Citation précise du code de l'urbanisme à l'appui. 2 semaines plus tard, la ville lui a ordonné de la déplacer, impossible, ou de la remplir. Résultat, piscine perdue. 40 000 $ jetés à l'eau. Littéralement. Aujourd'hui, il a une vue imprenable sur notre abri parfaitement légal, en se tenant juste à côté d'un tas de terre, là où sa piscine se trouvait. Ma mère dort comme un bébé maintenant. Je fais semblant d'avoir une allergie depuis des années, et maintenant, c'est complètement hors de contrôle. À la base, c'était juste une excuse débile. Et maintenant, je suis coincé jusqu'au cou. Il y a quelques années, j'étais à un rendez-vous avec une fille qui était complètement accro au beurre de cacahuète. Elle arrêtait pas de me tendre son smoothie au beurre de cacahuète en mode « vas-y, goûte », alors que je lui avais déjà dit que j'en avais pas envie. Au lieu de juste lui dire non clairement, j'ai sorti « ah, je peux pas, je suis allergique ». Grosse erreur. Elle s'est montrée super inquiète, m'a posé 1000 questions, et moi je me suis dit « bof, je la reverrai sans doute jamais ». Sauf qu'après, elle m'a présenté à son groupe d'amis. Et eux, ils ont tous intégré le fait que j'étais allergique. À ce moment-là, c'était trop gênant de revenir en arrière. Avance rapide, 6 ans plus tard. Je suis toujours pote avec ces gens. Mon allergie est devenue une vérité absolue. Ils préviennent les restos pour moi, ils vérifient les étiquettes, il y en a même un qui a jeté un gâteau au beurre de cacahuète qu'un invité avait ramené à une soirée, par précaution. Le pire dans tout ça? J'adore le beurre de cacahuète. J'en mange en cachette. J'ai une réserve au bureau. Une fois, mon meilleur pote m'a sorti, franchement, ça doit être dur de jamais savoir quel goût a un chocolat Reese. Et moi j'ai juste hoché la tête, l'air triste. Et maintenant, ma copine, qui croit elle aussi que je suis allergique, veut qu'on emménage ensemble. Elle est super attentive à tout ce qu'on mange. J'ai la trouille qu'elle découvre ma planque et réalise que je lui ai menti. Ce que j'ai fait. Pendant des années. Je sais plus comment m'en sortir. Est-ce que je simule une guérison miraculeuse? Une erreur de diagnostic? Ou bien, je continue de faire semblant jusqu'à la fin de mes jours? Quand j'étais enfant, j'ai drogué mon père pendant un mois entier. Avertissement, ce récit parle de violence familiale. Mon père était un vrai tyran. Il nous battait, il nous hurlait dessus, nous répétait sans cesse à quel point on était des bons à rien. Un jour, ma mère a atteint ses limites. Elle lui a dit que soit il consultait un psy, soit elle le quittait. Il a fini par aller chez le médecin, qui lui a prescrit un médicament antipsychotique. Et là, miracle, il est devenu gentil. Plus de cris. Plus de coups. Il était calme, presque doux. On vivait enfin dans un semblant de paix. C'était le paradis. Mais au bout d'un moment, il est redevenu comme avant. Viol, colérique, cruel. On a demandé à notre mère ce qui se passait, et elle nous a dit qu'il avait arrêté son traitement. Apparemment, il n'aimait pas les effets secondaires, peu importe ce que ça voulait dire, on était de retour en enfer. Un jour, par accident, ou pas, ma mère a laissé sa boîte de médicaments dans la cuisine. Ma sœur et moi nous sommes regardés, on n'a même pas eu besoin de parler.
Elle a sorti une cuillère, j'ai écrasé un comprimé blanc jusqu'à ce qu'il devienne poudre, et on l'a mélangé à son jus d'orange. Ce jour-là a été merveilleux. On a recommencé tous les jours, savourant cette version calme et supportable de notre père. Pendant un mois, on a vécu une trêve. Un mois où notre maison ressemblait presque à un foyer normal. Jusqu'à ce que la boîte soit vide. C'était le plus beau mois de toute notre enfance. Et non, je ne regrette rien. Je faisais le plein d'essence, le pistolet était enclenché et je profitais de ce moment pour nettoyer les insectes sur mon pare-brise, c'était la saison où ils collent partout. Pendant ce temps-là, un gars dans un pick-up s'est garé derrière moi. Un type impatient, désagréable. Il sort de son véhicule, s'approche de la pompe pendant que l'essence coule toujours, arrête le remplissage, retire le pistolet de mon réservoir et le remet sur la borne. Puis il me balance un « je t'aide à te pousser ». J'étais de l'autre côté de la voiture, sur le côté passager. Complètement surpris, je commence à faire le tour pour aller lui parler. Pas agressif, mais clairement pas content. Et là, mon fils, qui avait 17 ans à l'époque, sortait du magasin et voyait toute la scène. Il s'approche calmement et me dit « Papa, laisse tomber, ok ? On s'en va. » Alors je fais demi-tour, je rentre dans la voiture, et on s'en va. J'ai eu un moment où je me suis dit que j'avais probablement évité une embrouille, voire de me faire démonter. Mais à peine avions-nous quitté la station que mon fils sort un trousseau de clés de sa poche. Le mec avait laissé sa portière ouverte, et pendant qu'il me jouait les gros bras, mon fils avait discrètement tendu le bras et chopé les clés directement dans le contact. En sortant du parking, on a vu le gars courir vers nous, en panique totale. On a conduit un peu, un demi-mile à peine, puis on s'est arrêté sur un parking. Je suis descendu, j'ai marché jusqu'au trottoir, et j'ai balancé le trousseau dans une bouche d'égout. Il y avait facile 8 ou 9 clés dessus, donc j'imagine qu'il s'est bien amusé à tout refaire. Pas très mature, mais franchement, on a tous eu notre dose de justice ce jour-là. Je n'en ai jamais parlé à personne, même après toutes ces années. Pas même à mes amis les plus proches, sauf ceux qui étaient là ce soir-là. J'étais à la fac, et un soir, je suis allé chercher de l'alcool pour une fête que ma fraternité devait organiser le lendemain. C'était une rue que je connaissais bien, une que j'avais prise des centaines de fois. Il faisait nuit, mais les lampadaires éclairaient la route. À un moment, j'ai baissé les yeux une seconde pour régler la radio. Vraiment une seconde, pas plus. Mais quand j'ai relevé les yeux, il y avait un homme qui traversait. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Je l'ai vu un instant, puis il a heurté le capot, a roulé sur le côté, et tout s'est passé comme dans un cauchemar. J'ai crié en freinant, le cœur en vrac, la panique totale. J'ai honte de l'avouer, mais oui, l'idée de fuir m'a traversé l'esprit. Pourtant, je me suis arrêté. J'ai couru vers lui. Il venait de sortir d'un restaurant, sa famille était là, juste devant, et ils ont tous vu l'accident. Il hurlait, pleurait. Il était étendu au sol, du sang sortait de son nez et de sa bouche. 2 hommes étaient à ses côtés, tentant de le maintenir en vie pendant qu'ils appelaient les secours. Moi, je n'arrêtais pas de répéter, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'était la seule chose qui me venait, complètement en état de choc. Je me suis assis sur le trottoir, en face de sa famille, et j'ai écouté leurs cris pendant qu'on attendait les secours. J'ai pleuré comme jamais. Je me suis vidé en larmes, incapable de me relever. Et puis, au milieu de tout ça, sa femme est venue me voir. Elle s'est assise à côté de moi, a posé la main sur mon épaule, et elle m'a dit « J'ai été mariée avec lui pendant près de 50 ans. On a eu une belle vie. » Puis elle m'a pris dans ses bras, et elle m'a dit qu'elle me pardonnait. Je n'oublierai jamais ça. L'enquête a conclu que c'était un accident. Je n'ai pas été poursuivi. Un ami est venu me chercher au commissariat. Mais après ça, j'ai sombré. J'ai bu, beaucoup. J'ai quitté la fac en dernière année.
J'ai dû retourner vivre chez mes parents, incapable de garder un boulot. J'ai même tenté de mettre fin à mes jours avec des cachets. J'étais au fond du trou. Et pour être honnête, je crois que je ne serai jamais tout à fait guéri. Mais j'ai remonté la pente. Lentement. J'ai fini par m'engager dans la marine, j'ai vu un peu de monde, et maintenant je me prépare à reprendre mes études pour terminer ce que j'avais commencé. Ça m'a pris presque 10 ans, mais j'ai enfin l'impression de redevenir moi-même, petit à petit. Je ressors, je vois mes amis. Je commence à me retrouver. Alors peut-être, oui, peut-être qu'il y a une lumière au bout du tunnel. J'étais chauffeur de Zamboni dans une petite patinoire. Étudiant fauché, comme pas mal d'autres employés là-bas. Du coup, la salle de pause ressemblait à un garde-manger de campus, pizza, hot dogs, ramen, snacks en tout genre. Rien de fou, mais quand on n'a pas un sou, c'est de l'or. Puis en décembre, ils m'ont viré. Enfin, c'est un grand mot. Ils ne m'ont jamais dit que j'étais licencié. Ils ont juste arrêté de me mettre au planning. Plus un appel. Plus un texto. Fantôme complet. Mais voilà, ils ne m'ont jamais demandé de rendre mes clés. Oui, les clés. Celles qui ouvrent la salle de pause. Alors, chaque semaine, je débarque par l'entrée arrière avec mon Tupperware, je fais un petit tour discret, et je repars avec autant de nourriture que je peux caser dedans. Je prends ce que je trouve, rien de méchant, mais pour moi, c'est un garde-manger gratuit. Pas de caméra. Pas de badge à désactiver. Personne ne m'a officiellement dit que je ne bossais plus là. Donc techniquement, je suis toujours employé, non? Qui va m'arrêter? Je suis sans emploi, sans revenu, mais pas sans bouffe. Et franchement, chaque hot dog volé, chaque part de pizza froide, c'est comme leur dire, vous m'avez ghosté, alors je mange sur votre dos. C'est pas glorieux. Mais quand t'as le ventre vide, tu trouves de la ruse là où t'as perdu ta dignité. Je gère un faux restaurant sur une application de livraison. J'ai enregistré une entreprise, acheté plein de boîtes à emporter sur Amazon, je me suis inscrit sur plusieurs applis de livraison, j'ai créé quelques comptes sur les réseaux sociaux et j'ai même imprimé des flyers que je dépose dans les boîtes aux lettres. En réalité, je ne fais que revendre des plats micro-ondables. Sur certains, j'ajoute juste un petit truc en plus pour que ça ait l'air fait maison, genre un peu de fromage fondu. Jusqu'à maintenant, je tourne autour de 200 livres sterling de chiffre d'affaires par jour. Personne ne se doute de rien. Bientôt, quelqu'un viendra faire une inspection d'hygiène, mais je suis confiant, je vais passer le contrôle sans problème. Ce n'est pas illégal de cuisiner depuis sa propre cuisine. Est-ce que je devrais me sentir mal? Franchement, je suis plutôt fier. J'ai l'impression d'être libre comme l'air, loin de la routine métro-boulot-dodo. Mise à jour, merci d'arrêter de commenter sur la légalité de tout ça. Je fais tout dans les règles. Je suis au Royaume-Uni, donc oui, on peut travailler depuis une cuisine non commerciale. Oui, mon entreprise est enregistrée, je paierai mes impôts en janvier, j'ai mes certificats, et j'ai aussi une assurance, même si je dois ajouter un truc à la police, c'est prévu pour la semaine prochaine. Ce n'est pas votre problème, je suis en règle. C'est une confession, pas une demande de conseil juridique. Je ne viole aucune loi. Je ruine juste un peu mon karma en vendant des plats réchauffés au micro-ondes comme s'ils étaient faits maison. Un mec avec qui je sortais a essayé intentionnellement de me mettre enceinte pendant qu'on était ensemble. Il a éjaculé en moi alors que je lui avais clairement dit de ne pas le faire, et il savait très bien que j'étais en période d'ovulation. Ensuite, il a disparu sans laisser de traces, plus aucun signe de vie. Alors j'ai menti. Je lui ai dit qu'il m'avait mise enceinte. Il m'a immédiatement bloqué. Plus tard, j'ai réussi à le recontacter et je lui ai annoncé que j'avais accouché. Il m'a raccroché au nez direct. La vérité? Il n'y a jamais eu d'enfant.
Ce qui est dingue, c'est qu'il me débloque tous les 2 ou 3 mois juste pour me balancer des trucs du genre « Tu t'en sors bien avec notre gosse », comme s'il était fier de m'avoir laissé seul avec un enfant. Mais, il n'y a aucun enfant. Franchement, c'est hilarant de voir à quel point il est content de croire qu'il a disparu après avoir mis quelqu'un enceinte. On dirait presque que c'est son kink. Et moi? Je n'ai absolument pas l'intention de lui dire la vérité. Il peut continuer à savourer son petit fantasme. Et pour ceux qui me traitent de folle, j'ai un trouble de la personnalité borderline. Donc oui, pour moi, c'est un peu l'heure de jouer. C'est arrivé l'année dernière, et je ne sais toujours pas si j'ai pris la bonne décision. Il devait être environ 23 heures. Je venais de rentrer d'un shift tardif. J'habite un petit appartement dans un quartier pas vraiment rassurant, donc je suis toujours un peu sur mes gardes en rentrant. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de bizarre dans l'air. En déverrouillant ma porte, j'ai remarqué un type au bout du couloir. Il ne faisait rien, juste debout là, mais j'ai eu un mauvais pressentiment, un nœud dans l'estomac. Je suis vite rentré, j'ai fermé à clé, et j'ai essayé de me calmer. À peine 5 minutes plus tard, quelqu'un a frappé. Fort. Je me suis figé. Ce n'était pas ma voisine, elle envoie toujours un texto avant de venir, et je n'ai pas d'amis qui débarquent à l'improviste. Puis une voix, s'il vous plaît, est-ce que je peux juste entrer une seconde? C'était une femme. Elle avait l'air essoufflée, presque paniquée. J'ai regardé par le Judas, une jeune femme, dans les 25 ans peut-être, les yeux grands ouverts, jetant des coups d'œil nerveux vers le fond du couloir. Comme si elle était suivie. Je sais, c'était risqué, mais j'ai entrouvert la porte et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a murmuré qu'un homme la suivait depuis qu'elle était descendue du train. Elle ne savait pas où aller. Et là, j'ai compris. C'était probablement le même gars que j'avais vu un peu plus tôt. Le cœur battant, je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. J'ai refermé aussitôt, éteint les lumières, et on est resté là, silencieux dans le noir. Quelques secondes plus tard, des pas lourds ont traversé le couloir. Lent. Comme quelqu'un qui cherche. Puis, plus rien. Elle est restée une bonne demi-heure, assise sur le canapé, à trembler. Je lui ai proposé un verre d'eau, on a à peine parlé. Puis elle a appelé une amie pour venir la chercher. Avant de partir, elle m'a simplement dit merci, et s'est éloignée dans le couloir. Je ne l'ai jamais revue. Je ne saurais jamais si elle disait la vérité. Peut-être qu'elle était vraiment en danger. Mais je repense souvent à cette nuit. Et je ne sais toujours pas si j'ai fait ce qu'il fallait, ou si j'ai juste eu une chance incroyable. Un flic m'a arrêté, et j'ai appelé les urgences en montant pour éviter d'aller en prison. J'avais 19 ans, en retard pour aller bosser, au volant de ma vieille caisse pourrie qui roulait presque à sec. À un moment, je fais un virage à droite sans marquer l'arrêt complet. Juste un petit coup de volant glissé, histoire de ne pas caler avant la station essence qui était à 2 pas. Évidemment, gyrophare dans le rétro. Je me range sur le côté. J'étais à 2 doigts de tomber en panne sèche, c'est pour ça que j'ai un peu grillé le stop. À l'époque, vers 1995, un nouveau téléphone venait de sortir, le Voice Stream. Leur gros argument, c'était que c'était un téléphone numérique, pas cellulaire. L'un des vendeurs répétait que, vu que c'était numérique, on ne pouvait ni tracer ni trianguler l'appel. Je m'en fichais un peu, mais cette phrase m'est restée en tête. Donc, le flic me demande mes papiers, permis, assurance, carte grise, et retourne à sa voiture. Là, j'ai une idée. Je savais que si j'étais encore en retard au boulot, je me faisais virer. Il ne rigolait pas avec la ponctualité. Alors, dès qu'il a tourné le dos, je sors mon téléphone et j'appelle le 911. Je dis à l'opératrice que je viens de voir un gars armé d'un fusil à pompe entrer dans un 7-Eleven, à 2 pâtés de maison de là. Je confirme l'adresse, puis je raccroche. 30 secondes plus tard,
le flic revient en courant vers ma voiture, me rend tous mes papiers à la va-vite et me balance. La prochaine fois, fais un vrai stop, avant de filer en trombe vers le magasin. J'ai fini par pousser ma voiture jusqu'à la station, pas trop loin. Et j'avoue, je me suis senti plutôt malin sur le moment. J'étais un idiot, et je confesse. Ma tante est une femme toxique. Toute notre famille a coupé les ponts avec elle. Elle a fait des choses dans le passé que vous auriez du mal à croire. Elle a disparu de nos vies il y a des années. Et récemment, elle est réapparue, sans prévenir, chez ma mère. Ma mère a 2 sœurs et un frère. Elle et ma tante n'ont jamais été proches. Ma mère est quelqu'un de profondément gentil, mais dès son jeune âge, elle a senti que quelque chose n'allait pas chez sa sœur, alors elle a toujours gardé ses distances. Ma tante, elle, était méchante. Elle blessait les gens volontairement, gratuitement. Elle n'a jamais eu de compagnon, jamais eu d'enfant. Elle s'est isolée de tout le monde. Ma grand-mère a fini par la renier après qu'elle a essayé de lui voler plusieurs milliers de dollars. Franchement, nous pensons tous qu'il y a un vrai problème psychologique chez elle. Bref, revenons à ce qui s'est passé. Un matin, j'étais chez ma mère, tranquille, et quelqu'un a frappé à la porte. J'ouvre, et c'était elle. Elle est entrée de force. Elle avait l'air droguée, vide, morte derrière les yeux. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle m'a poussé par terre. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle a choisi de venir chez ma mère en particulier. Je me suis vite relevé et elle s'est dirigée vers la cuisine. Elle a surpris ma mère et l'a frappée en plein visage, sans prévenir. Ma mère n'a même pas eu le temps de réagir. Elle est tombée comme une masse. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon cœur se vidait dans mon estomac. Quelque chose a pris le dessus, je ne sais pas si c'était de la rage ou de l'adrénaline, mais j'ai couru derrière elle, je lui ai attrapé les cheveux, je l'ai traîné jusque dans le jardin, et j'ai frappé son visage à plusieurs reprises, peut-être 15 fois. Du sang partout. Heureusement, personne n'a vu. Sinon, je ne serais peut-être pas en train d'écrire ça aujourd'hui. Je suis retourné voir ma mère, elle souffrait beaucoup. Quand j'ai jeté un œil dehors, ma tante avait disparu. On a prévenu toute la famille immédiatement. Ils étaient choqués et en colère. Personne ne comprenait pourquoi elle avait débarqué comme ça pour attaquer ma mère. Aujourd'hui encore, en écrivant ceci, je suis blessé, en colère. Mais je me sens aussi terriblement coupable de ce que je lui ai fait. Parce que je ne suis pas violent. Je n'ai jamais frappé personne avant. Mais ce jour-là, j'ai craqué. Je n'arrive pas à tourner la page. Tout semblait irréel. Et en y repensant, si elle avait eu une arme sur elle, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Nous n'avons pas appelé la police. Parce que j'avais peur que mon geste me retombe dessus. Et ça, c'est une autre honte que je porte. Alors je vous demande, est-ce que je devrais vraiment me sentir coupable? J'ai tout gardé pour moi depuis ce jour-là et ça me ronge. Ma grand-mère est anéantie. Elle voulait retrouver sa fille. Mais dès son adolescence, ma tante était tombée dans la drogue, avait fait de la prison, avait détruit toute tentative de lien. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. J'ai un pote qui approche des 30 ans. Honnêtement, c'est pas le mec le plus beau du monde, mais surtout, il n'a jamais eu d'expérience avec les filles. Ce qui est vraiment dommage, parce que c'est un gars en or. Il a de vraies amitiés avec des filles, mais à chaque fois, il se met lui-même dans la friend zone avant même de penser à leur proposer quelque chose. Il a aussi beaucoup galéré avec l'anxiété et la dépression, et il déteste sortir. Genre vraiment. Mais chaque année, pour mon anniversaire, c'est l'un des rares événements où il accepte de venir, juste parce qu'il sait que ça me fait plaisir. C'est ce genre de mec. Alors cette année, pendant la soirée, j'ai discrètement demandé à 2-3 filles si je pouvais leur payer un verre, et si, en échange, elles pouvaient juste faire un petit compliment à mon pote et discuter un peu avec lui. Rien d'obligatoire, juste être gentil et poli, quoi.
Et franchement, depuis ce soir-là, c'est un autre homme. Sa confiance a explosé. Il sourit plus, il parle plus, il me demande même quand est-ce qu'on ressort ensemble. Mais si un jour il découvre que c'était orchestré, je suis presque sûr qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dehors. J'étais accro à l'héroïne dans le Lower East Side de Manhattan dans les années 90, alors que j'étais encore adolescent. Je me suis sevré à l'âge de 21 ans, après des années d'autodestruction, et à 26 ans, je me suis marié avec une femme incroyable, belle et pleine de compassion. Elle sait que j'ai été un ancien toxicomane, mais depuis toutes ces années, la pensée d'une rechute m'avait semblé presque irréaliste. Bien sûr, j'y pensais parfois, mais avec le mariage, mes enfants, la vie de famille, cela paraissait si loin, presque impossible à envisager sérieusement. Il y a 3 semaines, j'ai fêté l'anniversaire d'un ami plus jeune que moi, et comme beaucoup à son âge, il voulait sortir dans un bar branché et un peu glauque à Bushwick. J'ai bu, plus que je n'aurais dû, et comme je ne bois presque plus depuis des années, mon seuil de tolérance était bien plus bas que je ne l'avais imaginé. Dehors, il y avait un dealer, quelques junkies dans les parages, et tout est devenu flou. Je me souviens seulement d'être parti avec eux, d'avoir laissé mon ami au bar, et d'avoir atterri dans un appartement où j'ai fini par me shooter. J'ai passé la nuit là, puis toute la matinée du lendemain, et quand j'ai émergé, j'avais 10 appels manqués. J'ai paniqué, j'ai menti à ma femme. Je lui ai dit que j'avais trop bu, que j'avais vomi, que mon téléphone était mort, et que j'étais resté dormir chez Charlie. Elle était un peu agacée mais surtout moqueuse, car elle m'avait prévenu de ne pas trop boire. Elle n'était pas en ville, elle était avec les enfants dans notre maison d'été dans le Massachusetts. Pendant les 4 jours suivants, avant leur retour, j'étais en enfer. L'envie de reprendre, l'anxiété, ces sortes de flash mentaux incontrôlables, c'était pire que mon premier sevrage, non pas physiquement, mais mentalement. Le simple fait d'avoir mis en péril ce que j'avais de plus cher me détruisait. J'ai tenté, 4 fois, de sortir pour aller chercher de l'héroïne, et à chaque fois je n'ai pas réussi à en trouver, puis je revenais chez moi. Je remercie Dieu de ne pas être tombé sur un dealer, car je sais que je l'aurais fait. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce sentiment de victoire définitive sur l'addiction a disparu. L'héroïne m'a montré qu'elle restait, malgré tout ce temps, plus forte que moi. Et c'est terrifiant de l'admettre. Quand j'étais jeune, ma tante a combattu un cancer. Elle l'a vaincu, puis il est revenu. Elle l'a vaincu une seconde fois. Pendant des années, elle croyait que c'était fini. Elle vivait avec nous, et je me souviens de cette sensation de force retrouvée, de cette confiance. Et puis, 9 ans après le premier diagnostic, il est revenu, et il l'a emporté. Ce sentiment de trahison par son propre corps, de menace silencieuse qui ressurgit quand on croit être en sécurité, je le ressens aujourd'hui. Mon addiction et ce cancer revenu me hanter. Les premiers jours ont été un supplice, mais quand j'ai vu mes enfants revenir à la maison, quand je les ai serrés contre moi, les envies se sont envolées. Je ne leur ai rien dit. Je ne leur dirai jamais. Ma femme ne comprendrait pas, elle ne connaît que l'homme que je suis devenu, pas celui que j'étais. Ce secret restera le mien. Je ne recommencerai pas. Je vais éviter de boire comme ça, surtout en ville, là où la tentation est à portée de main. Peut-être qu'un jour, dans un cadre sécurisé comme notre maison d'été, je pourrai me détendre un peu, mais je sais que je ne dois plus jamais me laisser aller à ce point. Je suis toujours sûr à 90% que je ne toucherai plus jamais à l'héroïne. Avant, c'était 99%, et c'est cette petite différence qui me terrifie. L'héroïne est plus forte que moi, mais elle ne sera jamais plus forte que ma famille. Ma femme et mes enfants sont ce qui me retient, ce qui me sauve. Peu importe ce que l'héroïne pourrait me faire ressentir, je refuse de leur infliger à eux ce que j'ai été. Je préférerais mourir que de leur faire vivre ça. Il y a plusieurs années, j'étais sur un de mes balcons quand un chauffeur de taxi klaxonnait bruyamment devant la maison et criait à un homme aveugle de marcher vers ma voie, depuis sa propre maison. Le problème, c'est que la direction qu'il lui indiquait, c'était vers la circulation.
Mon colocataire et moi sommes descendus l'aider à monter dans le taxi, et on a passé un savon au chauffeur pour son comportement déplacé. J'ai alors commis une erreur, j'ai donné mon numéro à notre voisin aveugle pour pouvoir lui proposer de l'aider à l'avenir. Et puis les appels ont commencé, et n'ont jamais cessé. Chaque fois que je le conduisais quelque part, il me demandait de faire des détours. Je suis quelqu'un de très organisé, donc si on m'avait prévenu à l'avance des étapes supplémentaires, pas de problème, j'aurais pu m'adapter. Mais non, on était en route, et il me sortait 2 ou 3 arrêts en plus à chaque fois. Et c'est devenu quotidien. Il m'appelait même pour me rappeler de lui donner un lift, alors que je n'avais jamais été en retard ou annulé. Au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Alors j'ai testé à quel point il était vraiment aveugle. Sa réponse ? Il m'a dit qu'il était aveugle comme une taupe. 1 ou 2 semaines plus tard, je lui ai raconté que j'avais un entretien d'embauche dans une autre ville. Puis, je lui ai dit que j'avais obtenu le poste et que je partais dans un mois. Et je ne suis jamais parti. Mais après mon déménagement, je passais devant lui dans la rue, sans rien dire, alors qu'il était debout sur le trottoir. Et c'était étrangement bizarre. Ma fille est née avec de multiples malformations congénitales, ce qui a engendré une vie entière de complications. Avec les enfants médicalement complexes, tu règles un problème et t'en crées 2 autres. Elle a vécu 11 ans. Et honnêtement, c'était probablement 9 ans de trop. Elle a passé la majorité de sa vie à l'hôpital. Littéralement des mois d'affilée. Parfois, elle rentrait 1 semaine ou 2, puis elle y retournait. Je ne crois pas qu'elle ait jamais passé plus de 2 mois consécutifs hors de l'hôpital, sauf à la toute fin, quand elle est passée en soins palliatifs. Elle était plus à l'aise à l'hôpital que n'importe où ailleurs. C'est triste, non ? C'était l'enfant guerrière. C'était toute son identité. Faire des cartes pour les infirmières, décorer son matériel médical, être forte avec un grand F. C'était tout ce qu'elle avait. Elle n'est jamais vraiment allée à l'école. Elle n'a jamais fait de sport, ni joué d'un instrument. Elle n'a jamais eu de vrais amis. Sa santé ne lui a jamais permis d'avoir des loisirs ou de vivre une enfance normale. Toute sa vie s'est résumée à des opérations, des piqûres, des soins et du foutu matériel médical à décorer. Je lui ai offert une vie pathétique. Je n'ai reculé devant aucune intervention. Rien n'était trop lourd si ça pouvait nous donner un peu plus de temps. C'était l'enfant la plus joyeuse, la plus résiliente que j'ai jamais connue. Mais dans les 6 derniers mois, elle en avait marre. Elle me l'a dit. Encore et encore. Elle me demandait si elle pouvait juste arrêter. Et moi, je refusais d'écouter. Je la poussais jusqu'à ce qu'elle se taise et qu'elle fasse ce que moi, je voulais. Pourquoi j'ai fait ça ? Elle voulait juste me rendre heureux, elle savait qu'elle était au bout. C'était égoïste. Elle est morte dans l'agitation, dans l'angoisse. Je pense qu'elle avait peur de lâcher prise parce qu'elle savait ce que ça allait me faire. Je n'ai pas été assez fort pour la laisser partir. Je suis tellement désolé. Il y a 16 ans, 2 de mes amis et leur mère vivaient chez nous, le temps qu'elles traversent un divorce. J'avais 15 ans, elles avaient 14 et 16. Un soir, j'étais chez un autre ami. Quand je suis rentré le lendemain, ma mère m'a dit qu'elle les avait mises à la porte parce que la fille de 16 ans aurait essayé de draguer mon père. Elle a littéralement sali son nom, sans pitié. Mais quelque chose n'a jamais collé dans cette histoire. Même des années plus tard, à la vingtaine, ça restait coincé quelque part dans ma tête. J'avais ce sentiment profond qu'on m'avait menti. Alors j'ai décidé de contacter la fille de 16 ans, elle aussi adulte maintenant. On s'est vu, et elle m'a raconté la vérité. J'ai vu la douleur dans ses yeux. Elle m'a dit qu'elle suivait une thérapie depuis des années à cause de mon père. Que tout s'était passé d'une manière soi-disant tendre, ce qui l'avait profondément abîmé. Elle m'a raconté qu'ils avaient bu, puis étaient allés se baigner nus sur la propriété. Pendant que ma mère dormait, enceinte de ma petite sœur. Ils sont rentrés dans la maison, montés à l'étage,
et c'est là que ma mère est entrée dans la pièce. Et pourtant, c'est elle, la jeune fille, qui a été accusée. Jetée dehors. Humiliée. Je lui ai dit que j'étais là pour elle, si un jour elle voulait parler, porter plainte, quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai la trentaine. Et je suis devenue maman. Et depuis, je n'arrête pas d'y penser. Le fait d'avoir une fille, de voir ce que ça signifie de la protéger, ça a réveillé en moi une rage que j'avais enfouie depuis l'adolescence. Une rage que j'avais appris à taire. Parce que mes parents m'ont appris ça, se taire. Mais maintenant, je me dis, si quelqu'un faisait ça à ma fille? Si j'attrapais mon mari dans une situation pareille? Oh non. Hors de question. Avant, c'était facile d'oublier. Maintenant, je ne peux plus. Et ce qui me hante encore plus, c'est que mes parents ne savent pas que je connais la vérité. Je pense que si j'en parlais à ma mère, elle s'énerverait, elle me traiterait de folle. Elle dirait que c'est du passé, que je dois tourner la page. Que les gens changent. Mais moi, je sais que mon père n'a pas changé. Je le vois, dans ses colères, son contrôle, sa façon de manipuler. C'est un narcissique qui se croit au-dessus de tout. Et ma mère lui est entièrement soumise. Et je me demande, est-ce que cette fille était sa seule victime? Et même si c'était le cas, est-ce que ça rend les choses plus acceptables? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit pardonnable. Je veux tout dire à la famille, mais j'ai peur. Peur qu'ils minimisent, qu'ils me tournent le dos, qu'ils montent mes frères et sœurs contre moi. Ils l'ont déjà fait. Quand j'ai osé les confronter sur d'autres sujets. Alors voilà. Je suis ici, à écrire, parce que j'ai juste besoin de le sortir. Qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Cela dure depuis maintenant 3 ans et demi. Je travaille à distance pour une très grande entreprise du Fortune 50, du lundi au vendredi, 40 heures par semaine, enfin, officiellement. Ce sont les horaires pendant lesquels je suis disponible. En réalité, chaque jour à partir de midi, je prends une pause déjeuner d'1h30 à 2h. Je bloque exprès mon agenda avec des plages intitulées « Tâches importantes » pour que personne ne s'interroge sur ce que je fais. Pour être honnête, je n'arrive même pas à trouver assez d'heures dans la semaine pour faire la moitié de ce que je devrais, mais c'est le cas de presque tout le monde dans mon équipe. Il y a énormément de gestion de projet, de coordination avec les clients, c'est lourd. Mais malgré ça, mon manager ne m'a jamais posé de questions ou montré le moindre doute. Mon intuition me dit qu'il fait peut-être pareil lui-même quand il est en télétravail, il a un planning hybride. Et ce n'est pas tout. J'ai même déjà pris des vacances pendant des périodes plus calmes, des semaines où il y avait moins de projets et peu de communication avec l'équipe. J'emmenais mon ordinateur portable, je me connectais pour les réunions obligatoires, et je me déconnectais dès que c'était terminé. Je sais que certains PDG d'entreprises poussent pour un retour au bureau, à cause d'exemples comme le mien. Mais voilà, j'atteins toujours mes objectifs, je fais tout ce qu'on me demande, et je dépasse même les attentes à chaque évaluation annuelle. Pour être honnête, c'est la première fois de ma carrière où j'ai enfin l'impression de vivre un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Selon moi, le travail devrait ressembler à ça, 30 à 32 heures de travail cœur, et le reste du temps pour profiter de la vie. Certains des moments les plus heureux de ma vie ont été ceux passés à jouer avec mon fils, à le voir grandir, pendant ma pause déjeuner. Désolé, non, en fait, pas désolé du tout. Mon déclic pour perdre du poids. Réaliser à quel point ma sœur est laide. Je suis en surpoids, ça, c'était déjà clair. J'essaie de perdre du poids depuis des années. J'ai eu quelques résultats, oui, mais techniquement, je reste dans la catégorie obèse, même si je ne suis pas au stade obésité morbide. Ma sœur aussi est obèse, mais elle est bien plus proche de cette limite que moi. Hier, je suis tombé sur son profil Instagram un peu par hasard, et comme je ne l'ai pas vue depuis près de 5 ans, je me suis mis à faire défiler ses photos, histoire de voir à quoi elle ressemble aujourd'hui.
En tombant sur un de ces selfies, j'ai eu comme un électrochoc, c'était mon visage. Le même. Je n'avais jamais remarqué à quel point on se ressemblait. Et j'ai été horrifié. Je sais que ça paraît horrible à dire, mais dans la famille, elle a toujours été considérée comme la moche. Réaliser que je lui ressemble? Pas franchement agréable. Je pense que cette ressemblance vient en grande partie de la forme de notre visage, très rond, gonflé, sans contour net. En la voyant, en réalisant à quel point je la trouve peu attirante, et à quel point je lui ressemble, j'ai ressenti une motivation brutale. Je veux, et je dois, perdre du poids pour de bon. Je ne peux pas changer mes traits sans chirurgie, mais peut-être qu'en mincissant, je pourrais voir une différence et me sentir mieux dans ma peau. Je sais, c'est cruel de dire ça de sa propre sœur. Mais je suis honnête. Ce n'est pas seulement son visage, elle ne prend pas soin d'elle. Ses cheveux sont surtraités, fins et abîmés. Elle s'est aussi récemment fait plusieurs piercings faciaux, et ok, chacun ses goûts, mais moi je trouve ça laid dans 99% des cas. Je vais probablement la revoir dans un peu plus d'1 an. Et rien que l'idée qu'on dise à voix haute qu'on se ressemble me fait paniquer. Donc j'ai un objectif clair maintenant. Et je compte bien m'y tenir. Salut, j'ai 28 ans, je suis un homme, et il est minuit 25. Je n'ai reçu aucun appel. J'ai des billets pour le concert de Coldplay du 26 janvier, c'est mon groupe préféré, et je n'ai même plus envie d'y aller. J'ai pris 3 billets en plus du mien, en espérant que quelqu'un viendrait avec moi. Mais aucun ami n'a accepté de venir. Les places sont dans le bloc B, rangée WW, siège 100 à 103. Si tu vois ces sièges vides, comprends que je ne suis plus là. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas y aller, j'en avais tellement envie, mais pas tout seul. Ce n'est pas qu'une histoire de concert. Je suis quelqu'un qui vit seul, ma famille habite dans une autre ville. Je vois les gens se faire taguer dans des dizaines d'histoires ou de posts pour leur anniversaire, moi, jamais. Même pas un appel de ma famille. Avant, j'avais un ami qui m'appelait pile à minuit. Pas cette année. J'ai demandé à mes collègues de fêter mon anniversaire avec moi. J'étais prêt à tout payer, les boissons, le gâteau, tout. Ils m'ont dit qu'ils avaient des plans pour le week-end. Je ne pense pas être une mauvaise personne. J'espère pas. J'ai toujours souhaité les anniversaires des autres, j'ai jamais blessé quelqu'un volontairement. Et si je l'ai fait sans m'en rendre compte, je suis désolé. Peut-être que les gens n'aiment pas mon apparence. J'ai du vitiligo, et je ne suis pas aussi réussi que d'autres à mon âge. Je manque de confiance, peut-être que c'est pour ça que les gens me rejettent. Mais est-ce qu'on peut vraiment être détesté juste à cause de sa peau? Peut-être bien. J'ai rien demandé, je suis juste né comme ça. Et pourtant, les gens me fuient. Moi, je déteste personne. Même ceux qui me tapaient au lycée parce que je me vexais quand on se moquait de ma peau. Peut-être que j'aurais dû en rire. Peut-être qu'on aurait été amis. Peut-être qu'ils m'auraient souhaité mon anniversaire, eux aussi. Je pense que j'ai toujours été le problème. Même mes parents préfèrent mon frère. Lui, il a réussi. Il vit à l'étranger, il est marié, il a un chien, il a tout. Ils ne m'ont pas souhaité non plus, mais ce n'est pas encore la fin de la journée pour lui, il est 6 heures en arrière. Peut-être qu'il a oublié. C'est pas grave. Il est occupé. Il m'a compris, lui, du moins avant. Maintenant, avec sa femme, son boulot, il a sa vie. Il a oublié mon anniversaire l'année dernière aussi, mais il bossait sur un gros projet. Je comprends. Mon ami qui appelait toujours à minuit m'a dit qu'il voyageait. Peut-être que c'est vrai. Je pense que les gens m'oublient parce que je ne compte pas vraiment. Et c'est ok. Je n'apporte rien. Je prends de l'espace. Je crois que je suis nul parce que je ne donne rien de précieux aux autres. Peut-être qu'un jour, si j'étais devenu quelqu'un d'important, on m'aurait appelé pour mon anniversaire. Mais je pense que c'est trop tard maintenant. Si je disparais, je crois que personne ne sera vraiment blessé. Ils ont déjà pris leur distance. Et mon ex?
Elle s'est mariée à un autre. Elle a bien fait. Qui voudrait d'un homme qui craque tout le temps? Pourtant, j'ai été fort quand elle m'a dit qu'elle allait se marier dans 3 semaines. J'ai pas pleuré. Pas dit un mot. J'ai juste dit « Félicitations, profite de ta vie ». Elle a peut-être pensé que j'étais sans cœur. Mais j'étais brisé, pas sans cœur. Tu comprends maintenant pourquoi je me sens comme un mauvais être humain? Et je me demande si ce ne serait pas mieux de dormir pour toujours, sans jamais savoir ce qu'il s'est passé ensuite. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.